Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7 de ce samedi 6 janvier 2024. On parlait du Sénégal avant la pause, toujours avec mes deux invités, Francisco Napokora et Firmin Teko Agbo. Francisco Napokora, le sort d'Ousmane Sonko, on l'évoquait, donc son dossier déposé au Conseil constitutionnel a été invalidé parce que jugé incomplet. Il n'a pas réussi à obtenir les fiches de parrainage. D'ailleurs, il s'était débrouillé pour fournir à sa manière les parrainages, mais tout cela, on sait, c'est le droit qui est dit, mais est-ce qu'on peut dire que c'était finalement prévisible qu'on en soit arrivé ici? Non, mais est-ce que c'est le droit qui est dit? Quand vous avez des personnes, des mauvais perdants, comme il a dit, c'est parce que Ousmane Sonko a pu contraindre Macky Sall à ne pas aller à un troisième mandat. Et donc la politique de la terre brûlée, comme je n'y vais pas, toi aussi tu n'iras pas. Et qu'on mobilise les appareils de l'État. Regardez tout ce qui est en train d'être mobilisé depuis combien? Plus de 2 ans pour cette affaire. Et contre un individu ou un parti politique. Mais c'est hallucinant qu'on débloque autant de moyens, avec autant de morts, des biens cassés, des intellectuels, des gens qui ont prêté serment, c'est-à-dire qu'ils n'ont appris le droit que... C'est-à-dire c'est le droit qu'ils ont appris comme matière. Et que vous ne soyez pas en mesure de l'appliquer. Et que vous priez, n'est-ce pas, sous l'arbitraire. Et comme ils l'ont fait. Quel droit Macky Sall et Ousmane Sonko a devant cette armada de personnes? Il n'a aucun droit. Quel parrainage il va avoir? On a vu des parrainages, on demande des parrainages, vous fournissez, c'est eux qui disent que ce parrainage est bon, ce parrainage n'est pas bon. Ils sont en mesure même d'aller glisser des taupes pour vous fournir de mauvais dossiers. Et surtout quand c'est les signatures, si vous ne prenez pas, disons, l'assurance de prendre les empreintes, mais digital, ça ne peut pas. Donc, ils sont arrivés à leur objectif, mais avec combien de gâchis? C'est ça qu'il faut voir. Et puis, à Sonko, moi je dis, il a été pris aussi dans ses propres pièges, parce qu'il ne s'est pas mis vite dans la peau de quelqu'un qui peut être président de la République. Et c'est le même, c'est des enfants gâtés, comme les Rekia Madougou. Ousmane Sonko a joué pratiquement les mêmes rôles contre lui-même. Et je le dis, à partir du moment où vous savez que ce que vous visez, l'objectif, c'est à tel niveau. Voilà les pièges et voilà les conditions. Donc, il faut s'établir un minimum d'éthique de vie pour ne pas visiter les salons de massage. Les salons de massage, tout ce qui se passe là-bas, et on n'a pas besoin, même si quelqu'un vous y invite, avec votre envergure, ce que vous voulez devenir, vous refusez d'y aller. J'ai déploré ça ici, le fait qu'il a retiré un téléphone portable des mains d'une gendarme. Mais c'est la gendarme qui va vous garder demain. Si aujourd'hui, vous la renvoyez, vous mettez, disons, contre vous, tous les corps de sécurité. Ça ne se fait pas. On l'a vu avec cette histoire de diffamation aujourd'hui, qui plie son dossier. Donc il y a des choses qu'il faut éviter, disons, se fixer un minimum d'éthique de vie lorsque on veut atteindre certains sommets. Si vous voulez être footballeur ou vous voulez être boxeur, on ne vous demande pas d'être poli vis-à-vis des gens. Mais sachez aussi que si vous ne le faites pas demain, quand vous voulez l'honneur, les gens ne vont pas vous l'accorder. Donc voilà ce que Sonko a manqué de faire, mais il ne faut pas que lui aussi soit un mauvais perdant. C'est-à-dire qu'en voulant forcément que c'est moi qui arrive là. On ne gouverne pas par sa personne, mais c'est par ses idées. Il n'a qu'à se le mettre en tête, que ce n'est pas forcément par sa personne qu'on peut gouverner, mais par ses idées. De loin, les vrais gouvernants sont dans les coulisses, sont sous la table. On ne les voit jamais. Donc, il peut se trouver notre job en attendant que cette présidentielle passe. Pourquoi pas ne pas apporter... Voilà, pourquoi... Il est encore jeune. En 2029. 50 ans, il est encore jeune. Donc, laissez passer, disons...
ce temps sale et se repositionner. D'accord. Est-ce que Firmin, est-ce que vous pensez que, parce que là, on va le dire, il est out. Vous l'avez dit, à moins d'un miracle, ce qui est improbable, il ne reviendra pas dans le jeu. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il peut peser quand même sur cette présidentielle? Il peut peser. En fait, le problème, c'est que il s'est fait griller lui-même. Mais sa voix compte. Oui, c'est ça, va compter auprès d'une certaine jeunesse, mais cette jeunesse, elle est minime. En fait, il s'est fait griller. Quel candidat va vouloir peut-être le soutenir? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans son état-major. Tous les candidats qui le soutenaient, par exemple, tous les opposants, ses enfants, Ouad, les anciens maires de Dakar, les Khalifa Sall et autres, peut-être qui soutenaient son ingénieuse idée de Macky Sall, notre troisième mandat. Tous ceux-là, ils sont préoccupés aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui? Il va demander à ce qu'on soutienne X ou Y. Peut-être au deuxième tour, peut-être sa voix pourrait compter. Mais lui-même, il s'est fait griller. Il n'a plus de poids, en fait. Il n'a plus de poids. Moi, je me dis, il ne pèse plus. Vous voyez, tout ce qu'il est en train de faire, quand vous suivez un peu les chaînes, quand vous suivez un peu tout ça, c'est les chaînes qui s'intéressent un peu, c'est les journalistes qui s'intéressent un peu au sujet. Mais est-ce que la masse aujourd'hui s'intéresse encore à ce sujet? Est-ce que ce sujet, Ousmane Sonko, préoccupe vraiment encore les Sénégalais? Parce qu'il y a beaucoup de cadres, beaucoup de ténors qui sont déjà entrés en lice, et qui sont déjà entrés en lice. Et on connaît déjà, quand déjà il y a une soixantaine de candidats, on sait comment ça va se passer. Mais il doit, s'il veut encore être président du jour au lendemain, il faut qu'il se fasse discret, qu'il disparaisse même de la scène, même quand il sortira de prison, et que les 5 années à venir, qu'il y travaille sérieusement. Et puis qu'il mûrisse en termes d'idées. C'est ça. Bon, Francisco, on a beaucoup parlé de Ricky Madougou tout à l'heure. Mais vous savez, avec le temps, je me fais une analyse. J'ai finalement compris qu'il y a beaucoup qui sont en politique, mais qui ne maîtrisent pas comment fonctionne le milieu politique. Il croit que peut-être quand tu viens en politique, fais tout ce que tu veux. Comme Ricky Madougou, par exemple, c'est une femme très intelligente, tout ça, mais sur le plan politique, il lui a manqué beaucoup de choses. Mais aussi, par rapport à Sonko, lui aussi devrait s'inspirer un peu de l'histoire du monde, de comment les gens ont été détruits. Il devrait s'inspirer, par exemple, des DSK. Il devait s'inspirer de Donald Trump, même s'ils ont été chefs d'État, de ce qui leur est arrivé. Il devait s'inspirer d'un certain nombre de choses. Mais cela lui a manqué. Il s'est dit, il y avait une jeunesse qui était devant lui, qui le soutenait. Et donc, pof, il devenait déjà chef d'État. Mais il a commis l'erreur de Manuel Valls, qui a vu à quelques mètres le palais de l'Élysée et qui s'est cru président de la République de la France dans les mois qui allaient venir. Mais il ne savait pas que... Mais la politique, c'est un jeu dangereux. C'est-à-dire, avant que tu ne deviennes chef d'État, il y a un travail sérieux que tu fais. Donc, lui n'a pas fait ce travail sérieux, Ousmane Sonko. Donc, il a été trompé par la foule, il a été trompé par l'émotion, il a été trompé par une certaine ignorance. Il n'a pas compris qu'il faisait face à un dinosaure de la scène politique sénégalaise. Macky Sall, quoi qu'on dise, Macky Sall n'est pas n'importe qui. Il vous écrase. Macky Sall vous écrase. Donc, s'il veut aujourd'hui se repositionner sur la scène, qu'il se fasse discret pour le moment, et que les 5 années à venir... mais vous pensez donc que pour cette présidentielle, il n'a pas de mots à dire oui. Voilà, j'espère qu'on ne lui rappellera pas qu'il a été une fois condamné, disons, condamné pour prison. Si vous voyez. Mais ce qu'on est en train de dire, je crois que ça vaut pour notre jeunesse. Et pas seulement la jeunesse, mais tout ce qui aspire à arriver à des hautes fonctions. Il faut s'établir un minimum d'éthique de vie. Et je le dis souvent, aujourd'hui, et vous avez l'impression que personne ne vous regarde. Que vous soyez à un poste de responsabilité, ou bien que vous soyez sous. Mais à chaque échelon, à chaque niveau, il y a des gens qui vous voient et qui vous voient dans des coins de rue, même qui prennent des photos et qui les gardent. Et qui ont des dossiers sur vous systématiquement. Qu'on le veuille ou pas, nos pays, après 5 ou 10 ans, ne seront plus gérés de la même façon. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui,
quelle que soit la durée de vie que Dieu leur a donnée, ils ne peuvent plus faire au-delà de 10 ans. Même si je dis 10 ans, peut-être, ils vont lâcher. Et ils constitueront une opposition plus forte. Et ils ont les moyens aujourd'hui. Ils ont beaucoup de moyens à leur disposition pour la surveillance. Mais c'est ce qui arrive à Tshisekedi, qui est plus contrôlé que tout. Et au niveau de la RDC par le camp Kabila et autres. Donc, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre dans le futur. Donc, c'est dès maintenant que nous devons adopter un bon comportement, un minimum, comme je le dis toujours, éthique de vie, pour que demain ne soit pas préjudiciable. Parce que aujourd'hui, on le fait, on se dit que personne ne nous regarde. Mais quand vous êtes menuisier, personne ne le dira. Si vous êtes paysan au village, personne ne le dira. Mais à partir du moment où vous pouvez devenir un privilégié, prendre un poste, prendre une hiérarchie, sachez que c'est convoité. Et les gens vous le sortiront. En ce moment, vous allez pleurer. On passe maintenant à un autre sujet. Nous sommes du côté de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a donné les premiers résultats de la présidentielle du 20 décembre dernier. Sans surprise, Félix Tshisekedi remporte ce scrutin avec un suffrage estimé à 73,34%. Selon donc ces résultats provisoires officiels fournis par la CENI, l'opposition dénonce un simulacre d'élection. 73% des voix pour Félix Tshisekedi, suivi dans l'ordre de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, qui obtient 18% des voix. Martin Fayulu, candidat malheureux à la dernière présidentielle, obtient 5% des voix. Puis l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito obtient 1% des voix. Toute la vingtaine d'autres candidats est en bas de 1%, dont le prix Nobel de paix Denise Mukwege avec moins d'1% des suffrages. Félix Tshisekedi remplit donc pour un second mandat. Il n'y a pas de surprise là-bas. Il n'y a pas de surprise, mais il y a une question que je me pose depuis un certain nombre de mois. Je me dis, mais comment ça s'organise les élections dans ce pays, puisque le pays n'est pas véritablement bien contrôlé par ceux qui dirigent. Je me demande un pays qui a... Il y a quand même des partis de l'ex qui n'ont pas pu voter, mais en tout, on a eu 44 millions d'électeurs qui étaient inscrits sur les listes électorales. Vous voyez comment se passent les élections dans ce pays. Un pays, Félix Tshisekedi lui-même, qui est chef d'État aujourd'hui, vous lui demandez comment se gère ce pays, il ne vous dira pas grand-chose. Il ne pourrait pas vous dire grand-chose parce qu'il ne contrôle pas, d'abord pas l'Est qui va, ce couloir qui va vers le Rwanda et tout ça, parce que le M23, il passe tout son temps régulièrement, rentre et sort, il ne maîtrise rien. Et je me demande comment on arrive à organiser les élections dans ce pays. Et comme je l'ai toujours dit, mais les gens ne sont toujours pas d'accord avec moi, la RDC, c'est un pays qui appartient aux Occidentaux, pas aux Congolais. C'est comme on avait dit à la mort du président Omar Bongo que le Gabon, le pétrole gabonais appartenait beaucoup plus à l'étranger qu'aux Gabonais eux-mêmes, que l'Occident avait beaucoup plus profité du pétrole gabonais que les Gabonais eux-mêmes. En fait, c'est la même chose aussi ici. La première chose que j'ai à faire observer, c'est que les gens ont été surpris. Au départ, Kabila a cru que Félix Tshisekedi, c'était un enfant gâté, puisqu'il a passé toute sa jeunesse dans les boîtes de nuit de la Belgique. Et donc celui-là, si je le fais venir, je peux avoir confiance en lui. Et donc je lui remets le pouvoir et je lui dis peut-être 5 ans après, je reprends ma chose. Parce que pour le moment, les Américains ne me soutiennent plus, les Occidentaux ne me soutiennent plus. Leur choix peut-être c'est un certain Martin Fayulu d'un côté et de l'autre. Moi, on ne me soutient plus. Donc viens, on va faire cet accord-là. Donc 5 ans après, je reviens, je reprends ma chose. C'est comme ça que ça s'est passé. Tout le monde sait qu'en réalité, Tshisekedi ne pouvait pas gagner cette élection-là. Et qu'en réalité, cette élection-là a été contrôlée par l'extérieur. Mais pour se protéger, Kabila a décidé de remettre le pouvoir à son ami qui jugeait peut-être gamin, qui ne comprenait rien de la scène politique. Mais quand il a pris le pouvoir, les Occidentaux sont venus à lui parce que c'est lui qui avait maintenant le pouvoir. Donc maintenant, on l'a façonné. En quelques mois, on l'a façonné. Et il est devenu chef d'État. Et il avait les clés de ce pouvoir-là. Et donc c'est là où il a commencé par briser toutes les alliances qu'il avait faites avec Kabila. Et Kabila, il s'est retrouvé esselé. Mais Kabila devrait lui dire merci. Parce que s'il serait un autre chef d'État, il aurait mis Kabila en prison.
Tout de suite, il l'aurait mis en prison pour des faits de corruption, pour des faits de détournement, on l'aurait mis en prison. Sa sécurité aurait été vraiment menacée. Mais on l'a laissé là parce que Tshisekedi aussi ne veut pas de problème puisqu'il n'est pas militaire, il ne comprend pas un peu comment les choses se passent. Mais une chose est sûre, les gens doivent savoir qu'il est soutenu par l'Occident et c'est avec ça qu'il a pu avoir ce score-là. Tshisekedi 73%. Vous savez, nous ne sommes plus au XXe siècle. D'accord, mais c'est quand même 73%, c'est les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Et selon certains analystes, quand on regarde le fond de la campagne, il a fait la plus belle campagne. Oui, mais c'est lui, chef d'État. Il a choisi les zones qui sont favorables. Les zones où on ne peut pas annuler les votes et autres où on peut. Si quand on a l'appareil électoral, on a tous les parlements, disons, à son profit, à son compte, on ne peut pas craindre quelque chose. C'est le moindre mal qu'on peut lui souhaiter, c'est de rempiler. C'est ce qui est arrivé. Mais je crois que ce débat, on va plutôt le porter sur le virus du troisième mandat, que ce virus ne le pique pas, sinon ne le contamine pas. Sinon, il a déjà eu son deuxième mandat. Et il faut qu'il sécurise davantage le pays, des hommes politiques qu'on peut tuer à bout portant partout, même sur les parquets du palais de justice. Et il faut que ça soit désormais derrière nous et qu'il regarde, prépare son départ. Parce que je ne pense pas que les Congolais, avec tout ce que nous avons comme force sur le terrain, pourront lui accorder un troisième mandat. Et donc, c'est lui qui a organisé ces élections. Il nous a prouvé qu'il ne peut que les gagner. Il a gagné dans un pays hautement corrompu, sinon l'Afrique hautement corrompue, où tout le monde dénonce la corruption, mais veut être proche du corrupteur. Donc, dans ces conditions, il ne peut que faire 73%. Et il a fait. Bon, félicitations à lui. Et comme je l'ai dit, qu'il évite le virus du troisième mandat et qu'il se prépare pour quitter le pouvoir au bout des 5 ans. S'il n'y a pas grand-chose à dire sur la victoire de Félix Tshisekedi, on peut au moins parler de Moïse Katumbi qui s'est ici à la deuxième place, 18% des suffrages. Pour quelqu'un qui était accusé de ne pas être congolais, on a tenté de lui mettre des bâtons dans les roues, il a été en exil, il est revenu. On peut dire que c'est un bon score pour lui. Non, c'est un bon score pour lui, mais il ne faut pas... voir les choses comme ça. Moi, je me dis, Moïse, est-ce que vous pouvez nous dire la relation qu'il y a eu tout dernièrement entre Moïse Katumbi et Tshisekedi? C'est-à-dire, c'était pas une relation tout au noir. Donc ça veut dire, dans ces pays, ce que je veux dire, c'est ça. Dans ces pays, les pratiques qui sont courantes, c'est quoi? C'est le chef d'État qui s'attribue, qui s'attribue et qui attribue les scores. Il ne faut jamais l'oublier. Dans des pays comme cela, dont on ne maîtrise même pas le contour de tout ce qui se passe, où on est puissant parce qu'on a des gens derrière, c'est le chef d'État avec le président de CENI qui s'attribue le score qu'il veut et qui attribue ce qu'il veut aussi aux autres. Vous croyez que Tshisekedi va se laisser surprendre par les résultats? Non, c'est des résultats qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ces pratiques sont courantes dans ces genres de pays où tout est flou. En RDC, tout est flou, on ne contrôle rien. On doit le savoir. En RDC, on ne contrôle rien. On doit le savoir. C'est ce qu'il dit, il gère quoi? Est-ce qu'il sait comment la sécurité ça se gère dans ce pays? Je ne pense pas. Parce que vous ne pouvez pas gérer la sécurité de notre pays quand vous ne maîtrisez pas les ressources. Comment les ressources se gèrent. Vous avez des Chinois quelque part, vous ne savez pas comment ils font pour faire sortir les ressources du pays. Vous avez peut-être les Allemands, vous avez les Français, vous avez les Belges, vous avez des milices étrangères. Les Chinois. Les Chinois, vous avez des gens qui se disent missionnaires, qui ne sont pas au fait des missionnaires, qui sont des milices étrangères, qui sont sur votre sol. Vous contrôlez quoi? Donc à ce niveau-là, pour se protéger, la meilleure des choses à faire, c'est de créer un score, de s'attribuer le score qu'on veut et
de distribuer ce qui reste aux autres. Comme, On pensait que les élections n'ont pas été transparentes. non, moi je ne crois pas. C'est ce que dit également la CENCO, la mission d'observation de l'Église catholique, qui avait dénoncé déjà de nombreuses irrégularités. Oui, ça, pour cette année, ça a été encore plus vivace, ces irrégularités. Mais en même temps, il y a quand même, j'ai envie de dire, quelques lauriers à jeter à Félix Tshisekedi parce que beaucoup doutaient qu'il puisse organiser les élections et il les a organisées surtout à date. Il les a organisés au moment où il peut gagner. C'est comme ça. Non, constitutionnellement, il est dans le délai. Bon, félicitations à lui, comme je l'ai dit. Vous savez, ces votes, on n'était pas sur le terrain, mais on a eu quand même beaucoup de bribes d'informations par rapport au bureau de vote fictif, disons, même, disons, aux plateformes de vote électronique dont certains sont falsifiés, tout. Et puis donc, bref, quand c'est dans ces conditions, il a dit, heureusement que Firmin comprend maintenant comment le vote se passe dans nos pays, que bon, c'est le chef de l'État et sa cour qui distribue les scores. Mais j'ai dit, dans certains pays, j'ai toujours reconnu cela, bon, Francisco Napokura. Maurice Katumbi a eu ce qu'on lui a donné. 18%. Et les autres, il est 1%. Donc, félicitations à eux tous. Peut-être, il est aujourd'hui... Ceux qui sont polis, on leur donne Il est aujourd'hui la deuxième personnalité du pays. En termes de suffrage exprimé. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que au niveau de l'Assemblée, c'est Kabila, c'est le parti de Kabila qui est en train de dominer. Donc forcément, il y aura, comme on l'a dit, disons des alliances, voilà, pour la gouvernance. Non, vous parlez d'alliance, moi je pense qu'il va encore briser, il va corrompre. Le président, vous avez vu ce qu'il avait fait. On va quitter bientôt ce thème. Je voulais qu'on dise un mot sur le prix Nobel Dr Denis Mukwege. Est-ce qu'il s'est fourvoyé en participant à une élection? Il aurait pu rester dans son cabinet, réparer les femmes. Il a plus de renommée là-bas. Oui, mais je sais ce qu'il a pris. Je sais pas ce qu'il a pris. Il voulait juste se faire un nom à l'international. Mais il avait déjà un nom. Il avait déjà un nom, mais je ne sais pas ce qu'il est venu chercher sur la scène politique. Il doit comment lui remettre le pouvoir comme cela. Moi, quand je l'ai vu, il faudrait croire que le pouvoir est là comme ça. Donc, ou soit parce qu'il se dit qu'il y a plus de femmes en RDC que d'hommes. Donc, toutes les femmes vont voter pour lui. Ces femmes savent comment ça se passe, les élections. Quelqu'un peut nous dire aujourd'hui comment se passent les élections? Non. Donc, mais il a eu moins d'1%. Bon, félicitations à lui. Et aussi, il a tenté le coup. Ça a pris un peu. Donc, mais qui continue avec les femmes. Et il faut qu'on lui dise bravo pour tout ce qu'il est en train de faire. Surtout dans la vie de ces femmes depuis des dizaines d'années. Martin Fayulu, lui, il a 5% de voix. Il avait toujours revendiqué sa victoire lors de la dernière présidentielle. Il se retrouve à 5%. C'est plutôt honorable pour lui? Non, quoi honorable. Il ne devait pas plutôt y aller. Mais par contre, si vous me parlez du prix Nobel, Denis Mukwege. Lui, il a besoin d'y aller, pas forcément pour gagner, mais pour, disons, affirmer, disons, sa personnalité sur le plan international, avoir un nouveau statut, d'accord? Parce que désormais, il sera appelé... Ancien candidat. Candidat malheureux, sinon candidat à la présidentielle. Ça peut aussi lui permettre, en communication, vous êtes mieux placé que moi, que son nouveau statut aussi peut lui permettre d'aller aller chercher des fonds, aller chercher des choses ici et là, parce qu'il sera désormais présenté. D'accord, on espère pour lui. On passe maintenant au dernier sujet, le Togo. On va parler donc des défis de l'année 2024. Le Togo, sur le plan de la sécurité, la situation du terrorisme, c'est vrai que sur le front du Nord, on entend plus ces dernières semaines beaucoup de nouvelles d'attaques, mais on sait que la vigilance est de mise. 2024 également est une année électorale. Les élections législatives et régionales sont attendues pour ce premier trimestre de l'année. Puis la vie chère, les Togolais qui croulent sous la vie chère. Firmin Tekouabo, comment vous abordez cette année 2024 dans ce rectangle 228? Je pense que cette année va être exceptionnelle. Une année exceptionnelle, tout d'abord parce que c'est une année électorale. C'est la première fois qu'on va organiser les régionales.
Donc, c'est la première fois que nous allons vivre ça. Ça n'a jamais été organisé. Donc, on s'attend à vivre cette année. Mais la deuxième chose, sur le plan sécuritaire, la vigilance va être toujours de mise. Parce que vous savez que, tout d'abord, sur le plan diplomatique, le président togolais a pris ou s'est mis dans une posture qui ne plaît pas à tout le monde. Et sur le plan sécuritaire, des gens peuvent peut-être en vouloir au Togo. Les gens peuvent passer ou peuvent chercher à passer par tous les moyens pour en vouloir au Togo, pour en découdre avec le Togo, parce que c'est ça, c'est coutumier, c'est coutumier, et ça se passe comme ça dans plusieurs pays. Et ceux qui gèrent le Togo savent que c'est comme ça se passe, et que les attaques terroristes que nous avons, on sait d'où peut-être ça vient, mais peut-être on ne veut pas communiquer là-dessus. Les défis sont tellement énormes au Togo, et sur le plan sécuritaire. On a besoin d'assez de moyens, de matériel, de logistique, de personnel. Sur le plan politique, aujourd'hui, il y a ce que vous avez vu, il y a par exemple cette histoire de découpage électoral, où les opposants demandent à ce qu'on revoie le découpage électoral qui a toujours existé, où on voudrait porter à plus de 110 le nombre de députés. En tout cas, aligner le nombre sur le nombre de communes, on en a 117. Je ne suis pas trop d'accord, parce que on n'a pas besoin de ça pour le moment. Et aussi, il y a l'autre question cruciale, vous l'avez abordée, c'est la vie chère. Vous savez, ce qui s'est passé en fin d'année, où on a vu le président togolais faire du don à plusieurs communautés, peut-être ça a eu un petit impact sur le quotidien, le 30, le 31, le 1er, sur la fête. Mais ça devrait nous faire réfléchir. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un chef d'État? Oui, c'est ça devrait nous faire réfléchir. Ça devrait nous faire réfléchir. Vous savez, le général, il y a des membres, moi, j'ai toujours pas été... je le connais, je l'ai pas connu. Le père de Fogna Singbe, moi, je l'ai pas connu. Mais je me rappelle que c'est quelqu'un qui distribuait beaucoup d'argent quand vous allez chez lui. Et il vous donne un peu d'argent. Et quand on organisait des marches de soutien, les gens revenaient avec un peu d'argent. En fait, c'est un système économique, mais qui n'est pas orthodoxe. Mais ça permettait de faire circuler l'argent dans le pays. À ce niveau, moi, quand j'ai appris cela, mais ce que j'ai toujours demandé, c'est quoi? Il faut s'il avait essayé de formaliser, d'institutionnaliser la chose, comme par exemple, on le fait dans les pays occidentaux, RSA, RMI, par exemple aux États-Unis, lorsque vous avez ces emplois, l'État peut vous soutenir pendant 6 mois. À la fin de chaque mois, on vous donne quelque chose. On vous glisse quelque chose. Le temps de vous permettre de vous retrouver, de payer le loyer, ainsi de suite, de manger, tout ça là. Donc ça vous permet de faire vos courses et d'injecter l'argent. Et la croissance est toujours à son rendez-vous. Donc ici, ce que le président togolais a fait, c'est la solidarité. Vous savez que moi, je prêche beaucoup sur la citoyenneté. Dans les valeurs de la citoyenneté, on parle de la solidarité, on parle du civisme. C'est-à-dire, vous donnez à celui qui n'en a pas. Vous qui avez, vous donnez à celui qui n'en a pas. Vous êtes solidaire. La solidarité, elle est obligatoire. Donc, c'est ce que le président togolais a essayé d'afficher à la fin de cette année. Mais à ce niveau, moi, je demanderais à ce qu'on formalise là. Donc, que ce ne sera pas plus lui qui le fera, mais ce sera l'État, au fait. C'est-à-dire, les plus démunis. Parce qu'on a détecté. Vous oubliez aussi que ça tombe dans une année électorale, donc certainement peut-être derrière qu'il y a d'autres visées aussi. Oui, il y a tout ça aussi, parce que c'est lui, un politicien, et il y a 2025 aussi qui arrive. Il veut avoir peut-être la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a tout ça aussi. Mais à ce niveau, parce que ce que moi j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on est arrivé à détecter qu'il y a des démunis, qu'il y a des gens, des personnes vulnérables. Alors, qu'on essaie d'institutionnaliser les choses, de formaliser les choses pour que, à la fin de chaque mois, l'État puisse envoyer dans les comptes ou sur les comptes de X ou de Y de ces personnes vulnérables quelque chose. Et là, ces gens de personnes pourraient se sentir un peu plus à l'aise. Parce que ça, là, venant d'un président de la République, chaque fois, les gens vont se demander, mais où est-ce qu'il trouve l'argent? Où est-ce qu'il trouve l'argent? Francisco, quand on dit 2024, quand on parle de terrorisme, on parle d'élections, on parle de vie chère, tout cela, qu'est-ce que ça suscite en vous? Tout ça a pour, disons, conséquence la pauvreté. Tout ce dont nous sommes en train de dire. Quand nous prenons le terrorisme,
Aujourd'hui, le terrorisme qui s'est installé dans les savanes a pour d'abord fondement la misère des populations qui finalement ne savent plus distinguer le mal du bien. Et donc, à cause de la faim, on peut être ami d'un terroriste, on peut être ami avec un malfaiteur, on peut lui livrer le carburant, est-ce que vous voyez? Et donc, il y a ça, et comme je dis, source, la pauvreté. On prend les élections. Nous sommes dans un cycle électoral au Togo. Depuis ce début de la démocratie, chaque 2 ans et demi, nous organisons des élections. On vient d'ajouter l'élection régionale et l'élection municipale qui est arrivée. Donc, nous allons, comme on le dit, d'ici mars, ou je ne sais quand, parce que quand moi je vois les calendriers, on ne peut pas avoir des élections au premier trimestre. On risque d'aller au-delà. Et même peut-être ne pas avoir les élections en 2024. Et donc, tout cet argent qu'on gaspille dans la corruption, comme vous l'avez dit, nous sommes à la veille d'une année électorale. Et puis, tout le monde est devenu distributeur de vivres. Comment, c'est la question que je me pose, comment est-ce qu'on a pu diriger le pays jusqu'à ce que même le dirigeant dit qu'il y a des vulnérables. On a vécu dans ce pays pendant des années. On sait qu'il y a des gens qui étaient des démunis, mais ce n'était pas à cette proportion, à ce niveau. Comment est-ce que nous avons pu gouverner, gérer l'argent du pays jusqu'à en arriver là? Et ces élections sont source de corruption. Et de tout ça a commencé parce que tout ce dont qu'on est en train de distribuer, les ministres, les directeurs, tout le monde est partout, oui, don du chef de l'État, et don du chef de l'État, comme si le Togo n'a plus rien à offrir à ses enfants. Et c'est la corruption, c'est l'achat de conscience que nous déplorons chaque fois. Et la vie chère. La vie chère. Je peux dire le pire cadeau de Noël qui a été fait, c'est aux femmes et commerçants et les commerçants de Agoya-Siyeye. Vous avez vu, à la veille de la fête de Noël, c'est le cadeau que ces femmes ont eu avec l'incendie de ce marché qui a été totalement consumé. Et vous avez vu comment elles ont été affichées. On fait tel don, prenez prendre 5 kilos de riz, pour des gens qui eux-mêmes nourrissaient leur famille, se nourrissaient et remplissaient les besoins de leur famille, sont réduits à la mendicité. Donc, la vie chère, on va encore le vivre. C'est les Togolais qui le veulent. C'est eux qui continuent de lire leurs dirigeants et de les applaudir. D'accord. Et la vie chère, elle va continuer parce que nous avons déjà le budget de l'année qui est déjà allé à 2000 milliards, débordé 2000 milliards, et l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui doit récolter 1100 milliards. Donc, ça veut dire que quoi, il faut aller le chercher où? Dans un contexte de vie chère, dans un contexte d'inflation, on va aller le chercher où? Si ce n'est pas... Firmin, si on voit quand même, par exemple, si je prends la sécurité, le terrorisme, on voit quand même que l'État se bat pour contrer le phénomène. Les élections ont fait des efforts pour les organiser, même si le Togo, généralement, n'est pas très respectueux des calendriers. On fait comme si les élections étaient une surprise, alors que chaque 5 ans, on doit les tenir. Mais la vie chère, est-ce que vous sentez des efforts de ce côté? Est-ce que ce n'est pas ce qui préoccupe plus le Togolais lambda aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'on a remarqué même les 24 et 25, quand on a fait le tour le soir, ou les 24, le 25, vous remarquez ça. Vous remarquez la vie chère. Les Togolais n'ont pas bien fêté Noël. C'est ça qui préoccupe la vie. Bien sûr, on parle de l'inflation, elle est mondiale et tout ça, mais ces derniers temps, la situation économiquement a été très difficile pour les Togolais.
Même pour des personnes qui étaient un peu nantis, elles ont ressenti cela. C'est parce que moi, je me dis, c'est la même chose, c'est la même remarque que je fais aux États africains. C'est-à-dire, économiquement, on n'arrive toujours pas à s'organiser. On a toujours ce problème. C'est-à-dire, je me demande, on a des experts internationaux, des experts occidentaux, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas nous aider à asseoir économiquement nos États? Ce que le président de la République a fait, peut-être il n'y avait pas de fonds, il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État, où on pouvait aller prendre l'argent pour aller distribuer ou pour aider les personnes les plus vulnérables. Parce qu'on se dit, mais au niveau de la caisse, il n'y a plus rien. C'est parce que peut-être il n'y a pas une certaine organisation sur le plan économique pour dire, voilà, on a réservé tel milliard pour telle couche sociale. Moi, je me dis, économiquement, on a un problème en Afrique. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça que quand les gens disent qu'on va s'en sortir, que non, les Africains vont faire ci, vont faire ça, moi, je m'en moque. Je m'en moque parce que sur le plan économique, on a échoué. Pourquoi que c'est pour rien que les Occidentaux ont créé le RSA, Revenu de Solidarité Active, ou le RMI. Ce n'est pour rien. C'est que pour que cela puisse avoir un impact. Vous savez ce que les Occidentaux font, par exemple. C'est pour cela que quand des gens expriment leur solidarité vis-à-vis des couches vulnérables, moi je ne les critique pas. Parce que c'est la même chose aussi dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, les plus riches, les milliardaires, ils financent des restaurants publics. Par exemple, en Italie, il y a des gens qui financent des supermarchés. C'est-à-dire, à la fin de la semaine, vous n'avez rien chez vous. Vous allez dans certains supermarchés, vous approvisionnez gratuitement, vous recevez passer derrière, il y a des riches qui financent. Ça se passe dans plusieurs... Aux États-Unis, il y a des restaurants publics qui sont financés par des milliardaires. Passons de voir que il y a l'État qui fait sa part, et le gouvernement aussi, le gouvernement fait sa part, mais aussi il faut des personnes de bonne volonté. Au moins c'est structuré sur le plan économique. Ici par exemple, nos milliardaires, au Togo par exemple, moi ce que je déplore, c'est que nos milliardaires, nous ne les connaissons pas. Quand c'est comme ça, économiquement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faut qu'on nous dise qui sont ces milliardaires-là. Si on tape sur Google aujourd'hui, quels sont les milliardaires du Togo, vous pouvez les connaître. C'est tout ça qui fait qu'en Afrique, on a un problème sur le plan organisationnel. Comment organiser nos pays sur le plan économique. C'est-à-dire, sur le plan de la vie chère, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il y a un problème d'organisation. Vous voyez, tous les milliards qu'on a investis dans des projets sociaux, on voit toujours que ça n'arrive toujours pas à impacter. Pourquoi? Francisco, en même temps, on aborde cette année, déjà janvier, les travailleurs se voient gruger de 5% de plus de leur maigre revenu déjà pour une assurance maladie universelle dite obligatoire. J'ai envie de dire, ça ne réjouit personne, mais finalement personne ne parle. À quelle sauce sera-t-on mangé finalement en 2024 sur le plan social? Vous savez, c'est un débat qu'on aurait pu faire prendre beaucoup de temps pour faire, mais on essaiera. Et vous savez, Firmin vient de parler des experts qu'il nous faut. On n'en a pas besoin, c'est eux qui nous tuent. Ils ont leurs objectifs en nous envoyant leurs fonds, sachant que nous n'avons que des détourneurs. Ils viennent, ils envoient les fonds. Et vous l'avez dit, tout ce qu'on finance comme projet, quel est le fruit, mais ils continuent d'investir. Nous avons des gens que nous avons envoyés dans des universités, Ava et autres. Quand vous prenez le gouvernement togolais, il n'y a pas quelqu'un qui a un niveau moins de la licence là-bas. D'accord? Ça veut dire que le pays a des problèmes. Et je dis, la base, c'est la corruption. Il vient de parler d'affaires d'assurance, où les gens sont là, d'autres sont dans leur bureau, ils décident, ok, on va amputer encore 5%, n'est-ce pas, du salaire des gens. C'est-à-dire que ce revenu qui est déjà insuffisant. Parce que quand vous allez regarder les engagements des gens vis-à-vis des banques, je le dis souvent, vous avez les prêts ordinaires, vous avez les prêts scolaires, vous avez les découvertes, et vous avez les rachats. Quand vous prenez là, même la dernière fois, le chef de l'État a tenté de faire un prêt, c'est l'année dernière, de 1 mois de salaire aux fonctionnaires. Mais au cours du prélèvement, qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté. Les gens ne vivent pas, les gens n'ont pas de salaire. Ils n'ont plus de salaire parce que leur force de travail n'est pas payée à sa juste valeur. Maintenant, on décide quelque part qu'on veut faire assurance universelle sans, n'est-ce pas,
et consulter les gens. Je vais vous lire le message que j'ai personnellement reçu et je me demande comment est-ce qu'on a pu m'envoyer un tel message. Cher Kosigbandi Napokura, votre adhésion à l'assurance maladie universelle est effective. Votre numéro AMU est, on me donne un numéro. Quand on parle d'adhésion, ça doit être volontaire. Ça doit être volontaire. Je dois remplir une fiche. Vous ne connaissez pas ma condition de vie. Moi, ça fait 3 ans, moi, je n'ai pas de salaire. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas sur quoi ils veulent prendre, ou bien comment ils vont m'assujettir à une assurance auquel je n'ai pas adhéré. Firmeteco. Voilà là où on nous amène. Et je dis, les gens sont en train, c'est-à-dire que, on dirait qu'ils ont suffisamment mangé, ou ils sont fatigués, comme le dit Robert Doucet, fatigués d'un système, fatigués de leur patron. Donc, ils ont envie de soulever les gens. Parce que c'est ça qui nous donne l'impression, on ne peut pas te prendre. Vous êtes même un retraité. Vous êtes un retraité. On vous envoie un message comme ça, parce que nous avons eu des gens qui ont reçu ces messages, mais on va prélever encore quoi sur la pension de retraite des Togolais. Vous êtes un retraité. Parce que vous étiez, disons, affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale, les gens prennent votre base de données. C'est-à-dire vos identités, ils donnent à quelqu'un sans votre avis. Et la personne se permet de vous envoyer un message que vous avez adhéré. Je pense que ça, c'est la Caisse qui a envoyé le message, la Caisse nationale de sécurité sociale. Qui a envoyé. Mais vous avez adhéré. L'adhésion suppose le remplissage des conditions. Et qu'on doit savoir les conditions. Maintenant, il y a des gens qui ont des assurances, qui sont dans des sociétés, qui ont par exemple assurance GTA, assurance NCA, qui n'a rien à voir avec les conneries de INAM et ce qu'offre la sécurité sociale au Togo. Donc, quand vous parlez de conneries, c'est pas... Non, attendez. Vient quand même au secours de beaucoup de Togolais. Oui, mais allez-y voir quels sont les produits, allez-y voir comment c'est géré. Quand vous voyez les comptes d'exploitation de l'INAM, mais ce n'est pas une assurance pour aider les Togolais. D'abord, les frais de... Attendez, les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, on doit les diminuer. Les dépenses extravagantes, c'est-à-dire qu'on investit dans les logiciels qui n'aboutissent jamais. Il y a certainement des choses à améliorer. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, on ne peut pas décider comme ça, prendre des gens, des retraités, des gens qui ont des polices d'assurance, peut-être même d'autres même ont des polices d'assurance à l'extérieur, et venir les prendre comme ça, que vous êtes assuré chez nous, que vous avez adhéré. L'adhésion suppose que je connaisse le produit, les conditions. que je connaisse les conditions, et que je sache combien on va me prélever. Voilà, d'accord. Là, on parle de 5, enfin c'est 10% partagé entre part patronale et part de l'employé, autour de 5, en tout cas pas plus de 5%, mais ça représente quand même une petite fortune vous savez, quand quelqu'un, non, laissez, je passe la parole à non, quand quelqu'un travaille au Togo, on sait le nombre de bouches qu'il y a derrière à nourrir. Quand on est dans un pays où déjà même l'accès aux prêts avec des taux exorbitants, tout ce qui tombe sur le travailleur et avoir encore cette massue pour 2024, bonjour la galère. Oui, la galère. C'est ce que disent beaucoup finalement. Oui, la galère, on l'aura. Mais aussi, cette situation, c'est parce que on ne se retrouve pas dans des situations de sanitaire difficiles. C'est si vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle de INAM a sauvé beaucoup de gens dans ce pays et continue d'en sauver. Même quoi qu'on puisse reprocher au système, moi je me dis, c'est parce que le salaire, les salaires, par exemple, au niveau de la fonction publique, on ne parle même pas de salaire, hein. Juridiquement, à certains niveaux, pas de traitement. Oui, parce que la fonction publique, c'est un acte volontaire, en fait. Ce n'est pas, on ne rentre pas, on ne fait pas de la fonction publique pour s'enrichir. C'est parce qu'on se dit, on veut servir l'État, en fait. Donc, dans tous les pays du monde, la fonction publique n'a jamais bien payé.
Non, mais ici, c'est parce que la situation est encore un peu plus difficile, que les salaires ne sont pas véritablement conséquents. Donc, 5%, on voit ça, mais des gens qui ont des situations sanitaires difficiles, ça les sauve. Et quand ces situations arrivent circonstanciellement, ça les sauve. Sur ce point, on ne peut pas critiquer, parce qu'il faut que tout le monde soit assuré. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut demander au gouverneur de revoir nos salaires. Oui, mais en même temps, il faut quand même tout le monde soit assuré, on peut comprendre, mais il faut expliquer le mécanisme. Il faut d'abord le test de loi, je rappelle, parce que moi j'ai discuté avec un certain nombre de députés. Les députés n'ont pas eu grand-chose à dire. On a envoyé un test avec des renvois à des décrets d'application, 27 renvois dans un test. Le test n'était pas accompagné des décrets auxquels ils renvoyaient. Les députés n'ont pas eu le temps de lire. On a voté à la va-vite et patatras. C'est comme si on poursuivait finalement un objectif autre que ce qu'on vantait. Hein. C'est comme ça que beaucoup perçoivent. Non, peut-être l'objectif, c'est qu'on aille vite. Mais par rapport à quoi? C'est la question que je me pose. Ouais. Moi, je me dis, pourquoi pendant tout ce temps, on était où? Pendant 2 ans plus tôt, on était où? En 2021, on était où? 2022, on était où? 2023, début 2023, on devait déjà commencer par ce genre de choses, par peaufiner la décision, et puis passer à la sensibilisation. Parce que quand Francisco Napokoura a dit tout à l'heure qu'on lui a envoyé un message, donc il fallait qu'on passe à la sensibilisation. Quand on a fait le conseil des ministres, on a vu comment les ministres se sont expliqués. C'est une bonne chose au départ. Mais il fallait une certaine sensibilisation pour qu'on ait plus d'adhésion. Parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre ça. Peut-être il y a des gens qui ne tombent pas malades, qui ne sont pas régulièrement malades. Ils vont dire non, ils ne vont pas accepter. Au fond, c'est une bonne chose. Sauf que c'est la forme. On n'arrive pas à bien expliquer, on n'arrive pas à bien sensibiliser. C'est ce que nous avons toujours reproché à un certain nombre de décisions. Sinon, au fond, les décisions sont bonnes. Mais c'est la communication peut-être qui manque, qui a manqué. Et puis moi aussi, je vais dire, je voulais dire ceci. En fait, je disais tout à l'heure, quand vous voyez le gouvernement togolais a investi tellement de milliards dans un certain nombre de projets. Mais pourquoi cela ne porte pas fruit? Mais ce que je remarque, c'est que nous n'arrivons pas à mettre en place un plan, c'est-à-dire la planification de nos États. C'est ce qui fait qu'on va investir des milliards, mais on n'aura pas de résultats. Rapidement, Francisco, on va finir par vous pour qu'on rende l'antenne. Oui, et vous savez, quand je parle des compagnies comme les INAM et autres, je parle en toute connaissance de cause. Il faut aller voir comment les gens pleurent dans les pharmacies. D'accord? Donc, sachez de quoi je parle. Et pour les taux de cotisation, oui, ce que nous sommes en train de parler pour les taux de cotisation, c'est, comment l'appelle-t-on? C'est l'augmentation qui est 5%. Parce que le taux était 21,5% en ce qui concerne la Caisse nationale de sécurité sociale, la charge patronale est 17 et 17,5 et la charge pour voilà. Donc c'est l'augmentation qui vient diminuer encore le revenu de l'employé. Maintenant, quelles sont les prestations que la sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale fait pour les contributeurs? Qu'est-ce que la Caisse fait? Vous êtes en chômage, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes en chômage, la Caisse nationale de sécurité sociale ne sait pas que vous êtes en chômage. Ah oui, ça fait partie de l'autre chose. La Caisse nationale de sécurité sociale, les gens ont cotisé pendant des années. Leur pension de retraite est restée intacte. La Caisse investit dans des villas. Allez voir. Mais quel est le compte qui est fait aux contribuables de la Caisse nationale de sécurité sociale? La Caisse nationale de sécurité sociale investit dans la brasserie. Quel est le retour qui est fait? Je dis la preuve, vous allez à la retraite en 1980, votre pension 1980 reste jusqu'à votre mort. Vous n'êtes pas revalorisé. Alors que le niveau de la vie... Alors que le niveau de la vie chose. On est malheureusement... Voilà, maintenant pour ces retraités encore, on vient augmenter. Sinon, on vient les assurer, quoi là. Vous allez pouvoir aller à l'assurance, quoi. Maladie universelle. Couverture universelle. C'est des choses qu'il faut repenser. D'accord. Ouais, on va certainement sur le débat et on aura l'occasion, peut-être non, sinon, moi je trouve que l'idée est géniale, mais il faut plus de sensibilisation. Merci, Firmin Tekwa. Merci, Francisco Napokoura, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi l'émission de ce samedi. On se donne rendez-vous le samedi prochain.